Quand on pense aux dangers de la préhistoire, l'image qui surgit dans nos esprits est souvent celle d'une course effrénée à travers la jungle. Un être humain haletant, pourchassé par une créature colossale aux crocs aiguisés comme des lames. Le feu vacille au fond d'une caverne. Le vent glacé hurle entre les montagnes, et la peur colle à la peau comme une ombre. C'est l'image classique, brute, primitive, hérissée de griffes et de dents. Pourtant, ce que peu de gens imaginent, c'est que la menace la plus terrible ne venait pas toujours des fauves. Ce n'était ni le lion des cavernes, ni le tigre à dents de sabre. Pendant une longue période de notre évolution, la Terre n'appartenait pas uniquement à Homo sapiens. Nous partagions le monde avec nos cousins. Les Néandertaliens, les Denisoviens, l'Homo floresiensis et d'autres encore que nous commençons à peine à découvrir. Mais un groupe en particulier se distingue, non seulement par les outils et les ossements qu'il a laissés, mais aussi par les questions troublantes qu'il continue de poser. Des questions sur la violence, sur la soif de pouvoir. Ce groupe, c'est Homo heidelbergensis, probablement notre dernier ancêtre commun avec les Néandertaliens, et peut-être même les Denisoviens. Ces humains ont parcouru l'Europe, l'Afrique et l'Asie occidentale entre 700 000 et 200 000 ans avant notre ère. À une époque où le climat terrestre était l'un des plus extrêmes jamais connus. Imagine des glaciations qui effaçaient toute trace de vie en Europe, ou des sécheresses brutales qui réduisaient à néant les rivières africaines en quelques générations. L'eau, la nourriture, l'abri, tout devenait un luxe. Et pourtant, Homo heidelbergensis n'a pas disparu. Il a évolué. Il s'est transformé en une créature tirée d'un cauchemar. Épaules larges, os massifs, taille comparable à la nôtre, et un cerveau presque aussi grand. Ils avaient des outils. Ils savaient vivre en groupe. Leur intelligence était impressionnante. Ils n'ont pas dominé le monde par hasard, mais par le sang, la stratégie et une détermination implacable. Le monde d'Homo heidelbergensis n'était pas fait pour les faibles. C'était une arène gigantesque où chaque coin pouvait signer la mort. Ils partagèrent leur territoire avec des bêtes capables de tuer un humain d'un seul coup. En Afrique, des hyènes préhistoriques géantes, des félins aux canines sabres comme l'Homotherium, et des crocodiles si énormes qu'ils ne survivent aujourd'hui que dans les cauchemars ou les fossiles. En Europe, des lions des cavernes plus grands que n'importe quel lion moderne, des ours au museau court mesurant plus de 3 mètres de haut, capables d'éliminer 3 hommes d'un seul revers de patte. Dans les régions plus froides, la menace venait de meutes de loups, de sangliers géants, appelés mégaboires, et même de mammouths. Dans ce monde, une simple blessure, un faux pas, signifiait souvent la mort. Mais au cœur de toutes ces ombres et de ces crocs, une menace encore plus redoutable se dressait, l'être humain lui-même. Il est fort probable que Homo heidelbergensis ait été la première espèce à chasser ses semblables. Ce n'est pas une métaphore, ni une légende, il y a des preuves concrètes. Des crânes fracturés, des os brûlés, des marques de coupures faites avec des outils en pierre, à des endroits du corps qui n'ont rien à voir avec des rites funéraires. Il ne s'agit pas de respect pour les morts. Ces marques murmurent quelque chose de plus sombre. Au début, les chercheurs ont cru à des actes désespérés, nés de la famine ou de crises extrêmes. Mais les preuves sont revenues, encore et encore, en Europe, en Afrique. Et une question glaçante a surgi, et si Homo heidelbergensis n'était pas seulement une proie, et s'il avait été aussi un prédateur? Un chasseur d'hommes délibéré. Ce n'est pas un récit de science-fiction. C'est le début de notre histoire. Ces êtres savaient allumer un feu d'une main et brandir une hache de l'autre, capables de compassion à l'aube et de tuer sans remords à la nuit tombée. Si cela est vrai, alors les racines de la guerre, du conflit organisé, ne sont pas nées avec les empires anciens, mais dans l'ombre de nos ancêtres. Les premières graines du sang et du pouvoir ont germé dans la préhistoire, profondément enfouies sous la terre et dans la nature humaine. Et il n'existe pas d'endroit qui révèle cela plus clairement que la cima de los Huesos, le puits des ossements, un nom chargé de légende, dissimulé dans les montagnes d'Atapuerca, au nord de l'Espagne. Ce n'est pas un site archéologique comme les autres. C'est un cimetière silencieux, où plus de 7000 fragments osseux humains ont été retrouvés, appartenant à au moins 28 individus. Tous étaient des Homo heidelbergensis. Mais pourquoi ont-ils fini au fond de ce puits sombre? Pourquoi leurs corps ont-ils été jetés là, sans trace d'enterrement ni de rituel? Le crâne surnommé crâne 17 présente 2 fractures mortelles,
causée non par un accident, mais par une violence intentionnelle. 2 coups, comme si l'agresseur avait voulu s'assurer que la victime ne se relèverait jamais. Et à côté des ossements, un objet étrange, une hache en quartz, travaillée avec une précision remarquable, tellement belle qu'elle ressemble plus à une offrande qu'à un outil. Les chercheurs l'ont surnommée Excalibur, non à cause de la légende, mais pour le mystère qu'elle incarne. Mais si tu crois que l'obscurité ne hantait que l'Europe glacée, tu te trompes, car à des milliers de kilomètres de là, dans les terres arides et craquelées de la vallée de l'Awash, en Éthiopie, le berceau même de l'humanité, un autre mystère chuchote des vérités que l'on refuse d'accepter. En 1976, des archéologues ont découvert un crâne ancien qu'ils ont baptisé le crâne de Bodo. Ce fossile, âgé de plus de 600 000 ans, appartenait probablement à un Homo heidelbergensis. Et ce n'est pas un simple vestige, c'est une histoire sans fin. Sur la surface de l'os, on trouve de nombreuses incisions nettes, clairement faites avec des outils de pierre. Ce qui intrigue, ce n'est pas leur existence, mais leur emplacement. Les coupures se concentrent autour des principaux points d'insertion musculaire. Cela ne peut être l'œuvre d'un accident ou d'un animal. C'est une action systématique, délibérée, précise. Quelqu'un a soigneusement retiré la chair du visage et du crâne peu après la mort de l'individu. Pourquoi ? Voilà la question à laquelle, plus de 40 ans plus tard, personne ne peut encore répondre avec certitude. Certains chercheurs pensent à un ancien rite funéraire, une manière symbolique de libérer l'âme du défunt. Mais d'autres, plus froids, osent une hypothèse plus dérangeante, le cannibalisme. Ce qui rend cette idée encore plus troublante, c'est l'absence quasi totale d'ossements animaux sur le site. Aucun signe d'un lieu utilisé pour préparer de la nourriture. Alors si les seuls os retrouvés sont humains, la question devient inévitable. Nous sommes-nous dévorés entre nous ? Pas par rituel, par nécessité. Si cela est vrai, alors l'obscurité de notre passé ne s'arrête pas aux grottes froides du nord de l'Europe. Elle remonte plus loin encore, jusqu'aux origines même de notre espèce, là où les premiers pas humains ont été imprimés dans la terre rouge d'Afrique. Mais les traces de cannibalisme ne se limitent pas à Atapuerca ou à Bodo. À mesure que les archéologues exhument les strates profondes du temps, un motif plus vaste commence à émerger. Un motif troublant. En Afrique de l'Est, au nord du Kenya, une découverte. Un tibia vieux de plus de 1 500 000 d'années, portant des marques nettes de découpe, comme si la chair avait été soigneusement retirée. S'agirait-il de l'un des premiers cas de cannibalisme jamais enregistrés ? Nous ignorons encore quelle espèce en est responsable. Mais une chose est claire. Les interactions entre les premiers hominidés étaient bien plus complexes que ce que l'on croyait. Et une question glaçante surgit. Si ce n'était pas par faim, alors pourquoi ? Des chercheurs ont estimé la valeur énergétique de la chair humaine. Résultat, elle est bien moins calorique que celle des grands animaux de l'époque, comme les mammouths ou les bisons. La théorie de la survie immédiate vacille. Peut-être ces actes avaient-ils une autre dimension, punition, vengeance, domination, ou même rituel. Certaines blessures sur des crânes anciens sont répétées, méthodiques, intentionnelles. Des marques qui suggèrent une compréhension profonde non seulement de la mort, mais aussi de sa signification symbolique. Homo heidelbergensis n'était pas qu'un chasseur. Il était un penseur, un créateur. En Allemagne, à Schöningen, on a retrouvé des lances de bois vieilles de 300 000 ans, taillées avec une précision étonnante, un centre de gravité idéal, conçu pour la chasse à distance, de véritables javelots. En Éthiopie, des pointes de pierre fixées à des lances remontent à plus de 280 000 ans, bien avant l'apparition de l'Homo sapiens. Cela exigeait non seulement une habileté motrice, mais aussi un esprit abstrait, capable de transmettre un savoir. Et même les os des animaux ont été transformés en outils. Dans la gorge d'Olduvai, en Tanzanie, des outils osseux vieux d'1 500 000 d'années montrent une sélection réfléchie des matériaux, une transformation technique, un usage organisé. Ce n'était plus l'instinct, c'était la culture, la technologie, l'intention. Et alors, une vérité devient impossible à ignorer. Dans un monde de lutte, de sang et d'os brisés, ce qui a évolué, c'est l'intellect. Mais ce n'est pas tout. Au milieu de cette brutalité, une autre histoire se dessine, en silence. Une histoire plus fragile. Celle du soin, de l'attachement, de la première étincelle de ce qui allait devenir. La société. Étudier Homo heidelbergensis, ce n'est pas seulement regarder un passé fossilisé.
c'est écouter les premiers battements d'un cœur social. Ils vivaient en petits groupes, 15 à 30 individus, des communautés liées par le sang, le partage, la survie. Et dans ces cercles humains, un jour, quelque chose d'inédit s'est produit. Dans un site préhistorique, on a trouvé les ossements d'un individu atteint d'une grave malformation du bassin. Il ne pouvait marcher seul. Et pourtant, il a vécu plusieurs années. Quelqu'un l'a nourri, protégé, porté, sans rien attendre en retour. Pourquoi ? Par compassion, par lien. Parce que ce jour-là, Homo heidelbergensis a cessé d'être seulement un animal. Il est devenu humain, non pas par le feu, ni par les armes, mais par l'amour donné à celui qui ne pouvait offrir que sa présence. Ce fut le geste le plus ancien d'empathie. Et l'empathie est à l'origine de tout. Les mythes, les religions, les rêves et les sociétés. Alors, qu'est-ce qui nous rend vraiment humains ? Ce ne sont ni les os, ni les outils. C'est la décision de ne pas nous abandonner. Même dans un monde où la vie et la mort peuvent tenir à une seule chute. Mais là où il y a union, il y a aussi tension. Le lien entre les premiers humains était à double tranchant, un bouclier, mais aussi une source de conflit. Homo heidelbergensis n'était pas un prédateur solitaire. Il partageait, il coopérait. Mais même dans les groupes soudés, la friction était inévitable. Le crâne 17, découvert à Atapuerca, en est la preuve. 2 fractures presque identiques. Ce n'était ni un accident, ni un animal. C'était une violence humaine. Exécution, punition, colère, nul ne sait. Mais cela soulève une autre question. Existait-il déjà des règles ? Une forme primitive de justice ? Les traumatismes répétés sur plusieurs squelettes suggèrent que le conflit social ne faisait pas exception. Il faisait peut-être partie intégrante de la vie. Et avec l'augmentation de la population, les tensions montaient. Les frontières se chevauchaient. Les routes migratoires, les points d'eau, les zones giboyeuses devenaient des trésors à défendre. Dans plusieurs sites d'Europe et d'Afrique, on trouve des signes d'occupation répétés sur les mêmes territoires. Certains groupes revendiquaient peut-être la terre, et parfois, ils étaient prêts à se battre pour elle. La guerre, entre humains, ne serait donc pas une invention récente. Elle serait aussi vieille que nos premières lances. Et tout cela, tout ce feu, ce sang, ces gestes de soin et ces actes de rage, nourrissent une même vérité. Nous ne sommes pas faits pour être seuls, mais nous avons toujours été capables de nous blesser. Et c'est peut-être là, dans cette tension fragile entre la violence et l'amour, entre la destruction et la coopération, que commence véritablement l'histoire humaine. Les blessures par coups violents sur les crânes retrouvés à Bodo et à Cône montrent que cette violence n'était ni un cas isolé, ni limité par l'âge ou le sexe. Elle pourrait être le fruit de razzias, de conflits territoriaux ou de vengeances entre clans. Et comme si cela ne suffisait pas à rendre leur monde complexe, il y a un autre élément qui rapproche encore davantage Homo heidelbergensis de ce que nous sommes aujourd'hui, le langage. Même si aucune preuve directe de leurs paroles ne nous est parvenue, l'étude des os du pouce à Castel di Guido, en Italie, ainsi que celle de la base de leur crâne, suggère qu'ils étaient capables de produire des sons complexes. Si l'on ajoute à cela un volume cérébral compris entre 1200 et 1300 cm3, leur maîtrise des outils et leur vie en groupe, tout pointe vers une capacité de communication étonnante. Ils savaient transmettre des idées, signaler une proie pendant la chasse, apprendre à leurs enfants à fabriquer une lance. C'était déjà de la culture. Et cette culture semble s'étendre à leur rapport à la mort. Les corps découverts reposaient dans une chambre profonde, accessible uniquement par un passage dangereux, comme s'ils avaient été déposés là intentionnellement. Était-ce une manière pratique de se débarrasser des cadavres ? Peut-être, mais cela pourrait tout aussi bien représenter l'un des premiers rites funéraires, un indice de conscience face à la perte, à la fin de la vie, quelque chose de plus que l'instinct. Ainsi, derrière chaque entaille, chaque fracture, chaque pierre taillée, nous n'entendons pas seulement l'écho de la violence, mais la première voix d'une civilisation. Une civilisation sans nom, mais dont nous sommes les descendants. Et à mesure que nous déchiffrons les os, les outils, les gestes, une vérité s'impose peu à peu. Homo heidelbergensis n'était pas un simple chapitre dans l'histoire humaine. Ils furent le seuil entre l'instinct et la conscience, entre la bête et l'être humain. Ils étaient une espèce au bord de la transformation, et les lances de Schöningen en sont les témoins. Des armes conçues non seulement pour chasser les animaux, mais peut-être aussi pour se retourner contre leurs semblables. Homo heidelbergensis
n'était pas seulement un chasseur habile. Dans ses heures les plus sombres, il a aussi chassé les siens. Mais ce qui le rend unique, ce n'est pas l'instinct, c'est la contradiction. Il savait coopérer mais aussi trahir, protéger mais aussi tuer, bâtir une communauté, mais aussi la détruire de l'intérieur. En eux vivaient déjà les premiers fragments de la confiance, de l'empathie, de la rancune, de la vengeance, et peut-être même de l'amour. Une société loin d'être parfaite, mais déjà assez profonde pour mériter le nom d'humaine. Homo heidelbergensis occupe une place cruciale dans l'évolution. Il forma le pont entre Homo erectus et les espèces humaines suivantes, les Néandertaliens, les Denisoviens et nous. Homo sapiens est apparu il y a environ 700 000 ans. Il portait en lui les traits du passé et les promesses du futur. Un grand crâne, un corps robuste, des outils sophistiqués, tout annonçait une formidable capacité d'adaptation. Des savanes africaines aux forêts froides d'Europe, cette dispersion a favorisé la diversification. En Europe, ils sont devenus néandertaliens. En Asie, Denisoviens. En Afrique, nos ancêtres directs. Et même si le nom de heidelbergensis ne figure plus sur aucun registre, leurs traces vivent encore en nous. Entre 1 et 3% de l'ADN des populations non africaines vient des néandertaliens. Certaines populations d'Océanie portent jusqu'à 4% de gènes dénisoviens. Ces fragments anciens nous aident à résister au froid, à renforcer notre système immunitaire, à influencer la pigmentation de notre peau et la manière dont nous assimilons l'oxygène. Ce qui signifie que nous ne descendons pas uniquement d'Homo sapiens. Nous sommes les héritiers d'une famille complexe, d'un réseau génétique et culturel tissé au fil de centaines de milliers d'années. Les archives archéologiques montrent qu'ils ne vivaient pas seulement par instinct. Ils savaient organiser leurs habitats, maîtriser le feu, construire des abris. Les lances parfaitement équilibrées de Schöningen révèlent une pensée stratégique à long terme. Ces gestes ont jeté les fondations culturelles des espèces humaines qui ont suivi. Puis, ils ont disparu. Non pas à cause d'un cataclysme brutal, mais sous l'effet d'un enchaînement lent et implacable de changements, un climat de plus en plus extrême, une raréfaction des ressources, et enfin, la rencontre avec leurs propres descendants. Homo sapiens venu d'Afrique a monté vers le nord. Les Néandertaliens ont tenu bon en Europe. Les Denisoviens se sont installés sur les hauts plateaux asiatiques. Et Homo heidelbergensis a été repoussé. Il n'a pas été vaincu parce qu'il était faible, mais parce que ses enfants sont devenus plus rapides, plus intelligents, plus interconnectés. Mais personne ne peut effacer leur nom de l'histoire. Car en chacun de nous subsiste une petite part, minuscule, mais essentielle, qui leur appartient. Et peut-être, dans nos comportements, nos émotions, nos conflits d'aujourd'hui, résonne encore l'écho de ceux qui ont franchi la frontière entre l'instinct et l'humanité. Alors, la prochaine fois que tu te demanderas ce qui rend vraiment l'humain spécial, souviens-toi que la réponse ne se trouve pas uniquement dans le futur. Elle est aussi tapie dans les ombres les plus anciennes, là où une espèce sans nom a accompli l'impensable. Choisir d'aimer et de blesser en même temps. Et peut-être, juste peut-être, qu'à la fin, le chasseur est devenu la proie. Si tu nous as accompagnés jusqu'ici, merci. Non seulement pour ton temps, mais pour avoir osé plonger ton regard dans les recoins les plus sombres de l'histoire humaine. Là où nos ancêtres ont laissé non seulement des outils et des os, mais aussi des questions sans réponse sur ce que nous sommes vraiment. Homo heidelbergensis n'était pas seulement un pont entre espèces. Il fut peut-être le premier à nous montrer, de la manière la plus brute, ce que signifie survivre, accepter que le pire ennemi puisse avoir ton propre visage. Un prédateur façonné à ton image. Imagine ça. Tu te réveilles il y a 50 000 ans, nu et seul dans une savane africaine. Sans abri, sans feu, sans outils, juste toi. Ton cerveau humain moderne face à un monde qui veut ta mort. Pourrais-tu survivre ne serait-ce qu'un jour ? Chaque jour, des millions de personnes s'évadent en regardant des documentaires sur la nature, en faisant du camping ou en vivant des aventures en plein air, idéalisant la vie simple de nos ancêtres préhistoriques. Nous nous imaginons comme des chasseurs-cueilleurs robustes vivant de la terre, armés uniquement de notre ingéniosité.
Mais la réalité de la vie au Paléolithique était bien plus brutale que n'importe quelle émission de télé-réalité. L'archéologie moderne révèle que nos ancêtres de l'âge de pierre affrontaient des défis qui nous écraseraient en quelques heures à peine. Le programme sur les origines humaines de l'Institut Smithsonian indique que nos prédécesseurs faisaient face à des environnements hostiles et étaient exposés aux maladies, aux blessures et aux prédateurs. Des découvertes récentes en 2024 montrent à quel point ces premiers humains devaient être sophistiqués pour survivre. La question n'est pas de savoir si tu es assez endurant. La vraie question est, notre cerveau et notre corps moderne pourraient-ils s'adapter assez vite avant que le monde paléolithique ne fasse une nouvelle victime ? Voyons ce qu'il faudrait vraiment. Ton premier défi ne serait pas de trouver de la nourriture ou de faire du feu. Ce serait simplement de rester en vie assez longtemps pour que ces préoccupations deviennent pertinentes. Les recherches sur les prédateurs évolutifs montrent que les hyènes tachetées chassent régulièrement les babouins et, dans certaines régions, des humains. L'hyène à face courte Picrauda, aujourd'hui éteinte, était de la taille d'un lion et avait une mâchoire capable d'engloutir entièrement la tête d'un hominidé. Chaque ombre, chaque buisson bruissant, chaque craquement de brindilles pourrait signifier la mort. Nos réponses anxieuses ont évolué spécifiquement parce que nos ancêtres avaient de grandes chances de se faire dévorer par des espèces plus grandes. Ton corps moderne, en réalité, jouerait contre toi. L'anthropologue aérien Clint Janulis, de l'université d'Oxford, explique que la plupart des chasseurs-cueilleurs actuels apprennent à suivre les pistes dès leur naissance et deviennent des observateurs aiguisés des nuances du comportement animal, que la majorité des gens, n'ayant pas été élevés ainsi, ignoreraient totalement. Alors que tu fixes l'horizon en plissant les yeux, essayant de deviner si cette forme est un rocher ou un lion, un humain paléolithique aurait déjà identifié la menace, évalué les routes d'évasion et commencé à se diriger vers un lieu sûr. Ta vie dépendrait de ta capacité à apprendre plus vite que jamais. Trouver un abri devient ta prochaine priorité désespérée. Les fouilles archéologiques révèlent que les chasseurs-cueilleurs préhistoriques utilisaient des abris naturels comme espace de vie. Les surplombs rocheux offraient un refuge contre le vent et la pluie, et les grottes étaient très prisées. Mais c'est là que les humains modernes font face à une ironie cruelle. Dans les climats très froids, certains construisaient des abris avec de la neige et de la glace, utilisant les os géants de mammouths laineux morts pour bâtir des structures. Sans des milliers d'années de savoir hérité, tu tenterais de réinventer l'architecture pendant que l'hypothermie s'insinuerait dans tes os. Les restes d'Ötzi, l'homme des glaces, vieux de 5000 ans, montrent qu'il était possible de fabriquer des vêtements sophistiqués, incluant un manteau lourd fait de peaux de chèvres et de moutons cousus ensemble, avec des jambières et des chaussures en fibres d'arbre, herbes tressées et peau de cerf. Le problème, c'est que même un abri basique requiert des outils que tu n'as pas, des matériaux que tu ne peux pas identifier, et des techniques que nos ancêtres ont mis des millénaires à perfectionner. Chaque nuit sans protection adéquate t'approche un peu plus de devenir une autre victime du monde paléolithique. Le feu n'était pas seulement un confort pour les humains du Paléolithique, c'était une question de vie ou de mort. Des preuves provenant de sites comme Kobifora, au Kenya, montrent que le feu permettait aux chasseurs-cueilleurs de rester au chaud, de cuire leurs aliments et d'éloigner les animaux sauvages. Mais faire du feu à partir de rien demande bien plus que de frotter 2 bâtons. L'anthropologue Brian Fagan, de l'Université de Californie à Santa Barbara, explique que les humains de l'âge de glace ont inventé des outils et des stratégies pour survivre au climat rigoureux et ont développé des techniques sophistiquées pour allumer le feu. Sans outils modernes, tu devrais maîtriser des méthodes basées sur la friction, nécessitant des bois spécifiques, de l'amadou adéquat et une technique perfectionnée par d'innombrables échecs. En attendant, chaque crépuscule apporte une nouvelle nuit d'exposition aux prédateurs et au froid. Des expériences récentes montrent que même les instructeurs les plus expérimentés en techniques primitives mettent parfois des heures à allumer un feu dans des conditions idéales. Imagine essayer ça en ayant faim, froid et en entendant des hyènes hurler au loin. Tes ancêtres ne faisaient pas que du feu. Ils maîtrisaient un art qui a maintenu leur espèce en vie. Hollywood montre des hommes des cavernes lançant des lances sur des mammouths avec aisance, mais la véritable chasse paléolithique nécessitait des connaissances complexes que les humains modernes n'ont tout simplement pas. Comme l'explique Janulis,
La plus grande perte de compétences de survie n'est pas une technique ou un artisanat préhistorique particulier, mais plutôt la perte des schémas de subsistance développés culturellement et transmis de génération en génération, propres à un environnement donné. Les archives fossiles de l'Est de la France montrent que les chasseurs de l'âge de glace allumèrent des feux chaque automne et printemps pour diriger des troupeaux migrateurs de chevaux sauvages et de rennes dans une vallée étroite où ils pouvaient être tués facilement à courte distance. Cette chasse coordonnée s'est poursuivie pendant des dizaines de milliers d'années. Mais la chasse n'était que la moitié du défi. Une étude de 2016 sur les premiers humains en Israël a révélé que ces chasseurs-cueilleurs avaient un régime alimentaire très diversifié et consommaient jusqu'à 55 types de plantes différentes. L'identification de plantes comestibles nécessitait un savoir transmis à travers les familles et les groupes. Se tromper pouvait être mortel. Les recherches montrent, par exemple, que les graines de la plante Jekiriti ont l'air appétissantes. Dommage qu'elle te tue. Elle contient la protéine 1, l'une des toxines botaniques les plus mortelles connues. Une mauvaise décision, et ton aventure préhistorique se terminera par un empoisonnement. Alors que tu te concentres sur les lions et les léopards, les prédateurs microscopiques représentent une menace tout aussi létale. Des analyses génétiques récentes suggèrent que de nombreuses maladies infectieuses spécifiques aux humains pourraient avoir vu le jour à l'époque paléolithique, et non durant les périodes agricoles plus récentes. Les preuves d'ADN issues de restes humains anciens révèlent que même au paléolithique supérieur, des agents pathogènes étaient présents dans les dents, très probablement dans le sang, d'humains ayant vécu il y a 32 000 ans. Sans médecine moderne, ni même antiseptique de base, une simple coupure pouvait devenir une infection potentiellement mortelle. Les parasites ont également façonné l'évolution humaine. Les recherches indiquent que la présence de vers parasitaires aurait pu influencer notre système immunitaire à tel point que certains d'entre nous ressentent les effets négatifs de leur absence. Ton système immunitaire moderne, adapté aux défis contemporains, pourrait être mal préparé à affronter des maladies anciennes. Même l'eau potable représentait un danger mortel. Les humains du Paléolithique devaient identifier des sources d'eau sûres et éviter celles contaminées par des parasites et des bactéries dangereuses. Chaque gorgée représentait un risque calculé. Peut-être que ton seul espoir résiderait dans la même stratégie qui permit à nos ancêtres de prospérer, la coopération. Les sites archéologiques montrent qu'au Paléolithique, les hominidés se regroupaient en petites sociétés, souvent des bandes composées de familles d'environ 25 personnes ou moins, car la survie était difficile et la coopération vitale. Ces groupes développaient des structures sociales sophistiquées, où les différences de capacité étaient reconnues et utilisées de façon stratégique. La force individuelle ne suffisait pas. Le succès nécessitait du travail d'équipe, le partage des connaissances et la résolution collective des problèmes. Les humains de l'âge de glace collectaient et transmettaient une grande quantité d'informations sur les saisons, les plantes comestibles, les migrations animales, les motifs climatiques, et plus encore, à travers l'art, la musique et les récits. Les célèbres peintures rupestres de Lascaux et de Chauvet n'étaient pas de simples décorations. C'étaient des manuels d'instruction. Comme le note Fagan, lorsque des biologistes observent ces représentations de rennes et de bisons, ils peuvent identifier la saison à laquelle elles ont été peintes simplement à l'apparence de la fourrure des animaux. La façon dont ces gens connaissaient leur environnement est absolument incroyable selon nos standards modernes. Le cerveau humain moderne offre certains avantages. Les recherches confirment que sa structure de base est restée fondamentalement inchangée pendant des dizaines de milliers d'années. Tu possèdes la même capacité intellectuelle qui a permis à nos ancêtres de prospérer. Il est même possible que tu bénéficies d'une meilleure nutrition et d'un développement physique supérieur à celui de nombreux humains du Paléolithique. Les études suggèrent que, bien que les chasseurs-cueilleurs aient eu une alimentation relativement équilibrée, ils faisaient face à des menaces constantes de famine et de pénurie. Mais tes avantages pâlissent face à tes faiblesses. La vie moderne a éliminé les compétences d'observation, la conscience environnementale et la condition physique qui maintenaient nos ancêtres en vie. Comme l'explique Jan Ulysse, les humains modernes, urbanisés, auraient à lutter non seulement contre leur ignorance du nouvel écosystème, mais aussi contre leur manque de compétences, de sens de l'observation et de vigilance, ce qui les mènerait probablement à des priorités et des efforts totalement erronés. Tu as troqué tes capacités individuelles contre une dépendance technologique.
Tes ancêtres pouvaient s'orienter sur des centaines de kilomètres sans GPS, identifier des dizaines de plantes comestibles et suivre des animaux à travers des terrains variés. Toi, tu peux commander un repas via une application. La vérité brutale, c'est que la majorité des humains modernes ne survivraient que quelques jours dans le monde paléolithique. Selon les experts, pour un humain urbanisé piégé dans une situation primitive, la seule solution serait un leadership fort, capable de comprendre la dynamique de groupe. Ta meilleure chance serait de trouver un groupe existant de chasseurs-cueilleurs prêts à accueillir un nouveau venu désorienté. Même dans ce cas, il te faudrait apprendre vite, rester constamment vigilant et avoir une chance extraordinaire. Le marge d'erreur dans le monde paléolithique était infime, mais c'est peut-être justement ce qui rend les accomplissements de nos ancêtres si remarquables. Les découvertes récentes continuent de révéler que les premiers humains ont atteint des environnements hostiles bien plus tôt qu'on ne le croyait, et ont développé des technologies sophistiquées leur permettant de prospérer dans des conditions qui nous seraient fatales. Ils ne se sont pas contentés de survivre. Ils ont innové, se sont adaptés et ont fini par conquérir tous les environnements de la Terre. Comme le montrent les recherches, les grands cerveaux créatifs de nos ancêtres humains les ont aidés à concevoir des outils et des stratégies pour survivre dans des climats extrêmes. La prochaine fois que tu te plains de ton trajet du matin ou que tu as du mal à ouvrir un bocal de cornichons, souviens-toi de ceci. Tu es le descendant des champions les plus endurants de l'histoire de la Terre. Tes ancêtres ont affronté des tigres à dents de sabre, ont survécu aux ères glaciaires et ont posé les fondations de la civilisation humaine avec rien d'autre que des outils de pierre et une volonté farouche. Pourrais-tu survivre comme un homme des cavernes ? Probablement pas. Mais ce n'est pas un échec, c'est la preuve du chemin parcouru. Nous avons échangé les capacités individuelles contre le savoir collectif, la force brute contre la technologie, la survie précaire contre le confort moderne. Nos ancêtres du Paléolithique seraient émerveillés par notre monde, tout comme nous devrions l'être du leur. Ils ont résisté pour que nous puissions prospérer, et en comprenant leur lutte, nous acquérons une appréciation plus profonde de notre héritage extraordinaire, et de notre présent tout aussi remarquable. La vraie question n'est pas si tu pourrais survivre dans leur monde, mais comment tu honoreras l'incroyable héritage qu'ils nous ont laissé. Il y a 10 000 ans, sur les rives du lac Turkana, une femme enceinte était assise, ligotée et sans défense, tandis que des flèches à pointe d'obsidienne sifflaient au-dessus de sa tête. Son enfant à naître était destiné à faire partie du massacre le plus ancien jamais enregistré dans l'histoire de l'humanité. Oublie tout ce que Hollywood t'a appris sur les batailles préhistoriques. Il n'y avait ni affrontement épique à l'épée, ni discours enflammé avant le combat. La réalité était bien plus brutale, bien plus calculée, et n'avait absolument rien à voir avec les films. Ce que nous nous apprêtons à explorer va bouleverser tes idées reçues sur nos ancêtres anciens. Les premiers humains étaient-ils des chasseurs-cueilleurs pacifiques vivant en harmonie, ou bien étaient-ils capables d'une violence organisée et systématique, à un point tel que la guerre moderne paraît fade en comparaison? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les preuves archéologiques pour découvrir ce qui s'est réellement passé lorsque nos ancêtres sont allés à la guerre. L'histoire ne commence pas avec des épées de bronze ou des boucliers en fer, mais avec des bâtons taillés et une précision mortelle qui allait déterminer quelle espèce humaine survivrait et laquelle disparaîtrait à jamais. Notre voyage à travers la violence préhistorique commence dans les grottes d'Espagne, où les archéologues ont fait une découverte troublante. Il y a 400 000 ans, bien avant l'apparition des humains anatomiquement modernes, quelqu'un a commis ce qui semble être le premier acte de violence interpersonnelle mortelle jamais enregistré dans l'histoire des hominidés. Le crâne 17, retrouvé à la cima de Los Huesos, présente 2 fractures distinctes par enfoncement sur l'os frontal. L'analyse médico-légale révèle que ces blessures ont probablement été causées par le même objet en 2 coups distincts, ce qui suggère une intention délibérée de tuer lors d'une confrontation en face à face. Mais cela ne représentait qu'une violence individuelle. La question qui hantait les archéologues était simple. Quand les humains ont-ils commencé à s'organiser en groupes, spécifiquement pour tuer d'autres groupes? La réponse est venue d'un endroit inattendu, les rives d'un ancien lac au Kenya, où les chercheurs ont découvert le secret le plus sombre de l'humanité. En 2012, des archéologues travaillant près du lac Turkana
ont fait une découverte qui allait bouleverser fondamentalement notre compréhension de la nature humaine. Éparpillés dans un paysage aride, ils ont trouvé les restes de 27 personnes mortes violemment il y a environ 10 000 ans. Ce n'était pas simplement un autre site archéologique, c'était une scène de crime figée dans le temps. La Dre Martha Mirazon-Lar de l'université de Cambridge a dirigé l'enquête qui allait ébranler le monde de l'archéologie. Comme elle l'a expliqué dans la revue Nature, les morts de Nataruk représentent un témoignage de l'ancienneté de la violence et de la guerre entre groupes. Ces restes humains documentent l'assassinat intentionnel d'un petit groupe de chasseurs-cueilleurs sans sépulture délibérée, fournissant une preuve unique que la guerre faisait partie des relations intergroupes chez certains chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Mais ce qui rendait cette découverte si choquante, ce n'était pas seulement la violence elle-même. C'était qui étaient les victimes et comment elles sont mortes. Parmi les 27 victimes, on comptait 8 femmes et 6 enfants, dont la majorité avait moins de 6 ans. 12 squelettes ont été retrouvés relativement complets, et 10 d'entre eux montraient des signes indiscutables de mort violente, traumatismes crâniens et faciaux, dus à des coups violents, mains et côtes fracturées, blessures par flèche dans le cou, et pointes de projectiles en pierre encore logées dans le crâne et la poitrine de 2 hommes. Peut-être le plus glaçant de tout, 4 personnes, dont une femme enceinte dans son dernier trimestre, semblaient avoir les mains liées au moment de leur mort. Le professeur Robert Foley, également membre de l'équipe de recherche, a réfléchi à ce qu'ils avaient découvert. Selon ses mots, il ne faisait aucun doute que l'agressivité et la létalité font partie de notre biologie, tout comme la tendresse et l'amour profond. Une grande partie de ce que nous comprenons de la biologie évolutive humaine suggère que ces deux aspects sont les deux faces d'une même pièce. Cette découverte représente la preuve scientifiquement datée la plus ancienne d'une guerre organisée entre chasseurs-cueilleurs nomades. Elle a anéanti une croyance bien ancrée en archéologie selon laquelle la guerre n'émergeait qu'au sein de sociétés agricoles sédentaires disposant de terres et de ressources à défendre. Il y a 10 000 ans, cette région n'était pas le paysage aride que nous voyons aujourd'hui. C'était une rive de lacs fertiles, regorgeant de poissons, de gibier et de plantes comestibles. Ces gens ne se battaient pas pour des ressources rares. Ils vivaient dans l'abondance. Les assaillants portèrent des armes qu'ils n'auraient normalement pas utilisées pour chasser ou pêcher. La présence de massues de tailles différentes indique une planification coordonnée. La présence de projectiles en obsidienne suggère que les assaillants venèrent d'ailleurs, spécifiquement pour mener cet assaut. Le docteur Miraon, elle, a souligné la nature délibérée de l'attaque. Des massues d'au moins 2 tailles ont été utilisées, ce qui indique que plusieurs agresseurs en étaient équipés. Cependant, cette découverte demeure controversée au sein de la communauté archéologique. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec l'interprétation du massacre. Dans une réponse publiée dans la même revue, l'anthropologue Christopher Stoyanowski et ses collègues ont remis en question les conclusions. Ils ont soutenu qu'une grande partie des preuves supposées de violence auraient pu survenir après l'enterrement des corps, à la suite de processus naturels, plutôt que d'un traumatisme intentionnel. L'équipe de Stoyanowski a soulevé des questions fondamentales sur l'interprétation. Ils ont suggéré qu'une grande partie des traumatismes per mortem identifiés par Mirazon-Lar avaient autant, voire plus, de chances de s'être produites après la déposition. Ils ont également soutenu que les corps de Nataruk étaient en grande partie articulés, organisés spatialement et présentaient peu de variations dans la position corporelle, autant de caractéristiques incompatibles avec les squelettes retrouvés sur des sites de massacres bien documentés. Ce débat révèle quelque chose de crucial à propos de l'archéologie préhistorique. Nous travaillons souvent avec des fragments de preuves, en tentant de reconstituer des événements qui se sont produits il y a des milliers d'années. La différence entre un massacre et une catastrophe naturelle peut parfois dépendre de notre manière d'interpréter les fractures microscopiques des os anciens. Mais que Nataruk représente ou non un acte de guerre, une chose est indéniable. Nos ancêtres possédaient une technologie d'armement bien plus sophistiquée que ce que la plupart des gens imaginent. C'est ici que l'histoire devient vraiment fascinante. Alors que les Néandertaliens dépendaient encore de lourdes lances portatives qui exigeaient un contact rapproché avec leur proie, les premiers humains modernes avaient développé quelque chose de révolutionnaire, l'arc et la flèche. Une étude récente menée à Grotte-Mandrin, en France, a repoussé l'apparition du tir à l'arc en Europe à 54 000 ans.
Ladre Laura Metz et son équipe ont analysé plus de 1500 minuscules pointes de pierre et ont fait une découverte remarquable. Leur étude, publiée dans Science Advance, a révélé que ces très petites pointes étaient sans aucun doute utilisées comme pointes de flèches. C'est leur taille extrêmement réduite, et plus précisément leur faible largeur, dont environ 30% pèsent à peine quelques grammes, qui permet d'exclure tout autre mode de propulsion balistique pour ces armes miniatures. Mais pourquoi cela est-il important pour comprendre les batailles préhistoriques? La différence technologique entre les Néandertaliens et les humains modernes était profonde. Une recherche publiée dans BBC Science Focus en a expliqué la portée. Les humains modernes qui ont migré en Europe étaient équipés d'armes à projectiles à propulsion mécanique, comme des propulseurs de sagaie ou des arcs et flèches, leur offrant une stratégie de chasse bien plus efficace et un avantage décisif sur les Néandertaliens. Imaginez ce que cela signifie en termes pratiques. Alors qu'un chasseur néandertalien devait s'approcher dangereusement d'un mammouth ou d'un rival, un humain moderne pouvait tuer à distance avec une précision dévastatrice. Ladre Metz a souligné les avantages pratiques. Les arcs et les flèches sont plus précis et plus simples à utiliser, ne nécessitent pas autant de force et peuvent être transportés dans le dos. De plus, ces armes peuvent servir à différents types de chasse, même à la pêche. Il ne s'agissait pas seulement de chasse, il s'agissait de la survie même. La supériorité technologique des humains modernes pourrait aider à résoudre l'un des plus grands mystères de la préhistoire. Pourquoi les Néandertaliens se sont-ils éteints alors que nous avons survécu? Les données archéologiques indiquent que les Néandertaliens ont continué à utiliser des armes de contact rapprochées pendant environ 150 000 ans, démontrant une remarquable stagnation technologique. Pendant ce temps, les humains modernes innovaient rapidement, développant non seulement des arcs et des flèches, mais aussi des adhésifs complexes faits d'ocre, de résine végétale et de cire d'abeille, pour fixer les pointes de projectiles sur leurs hampes. L'étude de Grotte-Mandrin a révélé un contraste saisissant. La recherche montre que les Néandertaliens, contemporains des humains modernes du Néronien, n'ont jamais développé d'armes propulsées mécaniquement. Ils ont continué à utiliser de grandes pointes en forme de lance qui devaient être enfoncées ou jetées à la main, nécessitant une proximité dangereuse avec la proie. Les schémas de traumatisme observés sur les squelettes néandertaliens racontent une vie dangereuse dans des environnements exigus, que ce soit pour la chasse au gros gibier ou lors de confrontations interpersonnelles directes. Ils présentent fréquemment des blessures crâniennes dues à des coups violents et un taux élevé de ce que les archéologues appellent des fractures de Perry sur les avant-bras, résultant de tentatives pour se protéger des coups. Les squelettes des humains modernes de la même époque montrent des schémas très différents, correspondant à des individus capables de tuer à distance. Ladre Metz a proposé une perspective glaçante sur les applications militaires. Utilisées en combat, les arcs et flèches offrent un avantage net. Vous pouvez tuer facilement davantage de personnes tout en restant à distance de l'ennemi. À mesure que nous avançons vers le néolithique, les preuves de conflits organisés deviennent plus nombreuses et plus complexes. Le puits de la mort de Thalheim, en Allemagne, datant d'environ 5500 avant notre ère, jour après jour, révèle quelque chose d'inattendu à propos de la guerre préhistorique. Parmi les 34 squelettes découverts dans cette fosse commune, les chercheurs ont observé un schéma troublant. Il n'y avait aucune femme locale parmi les morts, bien qu'il y eût des femmes immigrées. Les recherches suggèrent que le principal motif de ce conflit aurait pu être la capture de femmes, plus que la conquête de ressources. Cette découverte remet en question nos idées reçues sur la violence préhistorique. Il ne s'agissait pas toujours de survie ou de territoire. Parfois, cela concernait les dynamiques sociales, la reproduction et des structures de pouvoir déjà étonnamment complexes. Encore plus intrigantes sont les preuves issues de sites comme Paco Pampa, au Pérou, où des archéologues ont trouvé des restes osseux présentant des blessures violentes qui, clairement, ne relevaient pas de la guerre. Les schémas de traumatisme montrent des signes de guérison, indiquant une violence non létale qui pourrait avoir été rituelle ou cérémonielle. Cette distinction est cruciale. Toute violence n'était pas de la guerre, et tous les conflits ne portaient pas sur des ressources. Peut-être que les preuves les plus tangibles de conflits préhistoriques viennent des structures défensives érigées par nos ancêtres. Et c'est ici que les découvertes deviennent vraiment étonnantes. Le plus ancien fort connu du monde ne se trouve pas dans un village agricole.
comme on pourrait s'y attendre. Il est situé en Sibérie et a été construit par des chasseurs-cueilleurs il y a environ 8000 ans. Des recherches récentes décrivent le fort Amna comme le plus ancien fort jamais identifié, construit par des chasseurs-cueilleurs. L'établissement fortifié comprend environ 20 fosses d'habitation protégées par des murs de terre et des palissades en bois. Cette découverte remet fondamentalement en cause l'idée que les fortifications étaient exclusivement associées aux sociétés agricoles. Elle démontre que même les chasseurs-cueilleurs pouvaient développer l'organisation sociale et la coopération nécessaires pour construire des structures défensives complexes. Rien qu'en Pologne du Nord, en Europe, les archéologues ont récemment découvert 15 nouveaux établissements fortifiés datant du néolithique et du début de l'âge du bronze. Certains s'étendaient sur plus de 20 hectares et comportaient des fortifications en terre et en bois structurellement comparables aux villes-châteaux médiévales. La présence généralisée de ces fortifications nous indique quelque chose d'essentiel. Les sociétés préhistoriques vivaient dans une constante perception de menace, suffisante pour justifier un investissement massif d'efforts collectifs dans l'architecture défensive. Alors, que se passait-il réellement lors d'une bataille préhistorique? La vérité est bien plus complexe et plus troublante que n'importe quel film hollywoodien. Contrairement aux combats à l'épée chorégraphiés du cinéma, les batailles préhistoriques étaient probablement chaotiques, brèves et absolument brutales. Elles impliquaient des hommes, des femmes et des enfants. Elles utilisaient des armes de projectiles sophistiquées capables de tuer à distance, et elles étaient motivées par un mélange complexe de compétition pour les ressources, de dynamique sociale et de contrôle territorial. Les archives archéologiques suggèrent que notre capacité à la violence organisée est ancienne, peut-être aussi ancienne que notre capacité à la coopération et à l'amour. Des sites comme Nataruk nous montrent qu'il y a 10 000 ans, les humains étaient déjà capables de planifier et d'exécuter des attaques coordonnées contre d'autres groupes. Mais les découvertes révèlent également une sophistication remarquable. La technologie de l'arc et des flèches, qui a donné un tel avantage aux humains modernes, nécessitait des connaissances complexes en physique, en sciences des matériaux et en ingénierie. Pour créer un arc fonctionnel, il faut comprendre les propriétés du bois, la tension de la corde et la balistique des projectiles. Il ne s'agissait pas de sauvages primitifs brandissant des massues au hasard. Il s'agissait de sociétés intelligentes et organisées, dotées de technologies avancées et de structures sociales complexes. L'histoire écrite dans la pierre et les os sur les sites préhistoriques du monde entier nous révèle quelque chose de profond sur la nature humaine. Nous avons toujours été capables d'une coopération extraordinaire et d'une violence dévastatrice, souvent au sein des mêmes communautés. Comprendre cette violence préhistorique ne revient pas à la glorifier. Cela nous aide plutôt à reconnaître que la capacité à la guerre comme à la paix plonge ses racines dans notre histoire évolutive. Les mêmes capacités cognitives qui ont permis à nos ancêtres de développer des armes de projectiles complexes leur ont également permis de créer de l'art, de la musique et les sociétés coopératives qui ont finalement mené à la civilisation. Mais peut-être que le plus important, c'est que les archives archéologiques nous montrent qu'en dépit de notre capacité à la violence, c'est la coopération qui a fini par l'emporter. Les sociétés qui ont survécu n'étaient pas nécessairement les plus agressives, mais celles qui étaient les plus adaptables, les plus innovantes et les plus capables de travailler ensemble pour résoudre des problèmes complexes. La véritable leçon des batailles préhistoriques ne concerne pas l'inévitabilité de la violence. Elle concerne les choix que nos ancêtres ont faits et que nous continuons de faire, entre la coopération et le conflit, entre l'innovation et la stagnation, entre la peur et la confiance. Alors que nous faisons face à nos propres défis modernes, ces récits anciens nous rappellent que nous portons en nous à la fois la capacité de détruire et celle de construire quelque chose de meilleur. Le choix, comme toujours, nous appartient. Les Néandertaliens sont l'une des espèces humaines les plus fascinantes, en partie parce qu'ils nous ressemblent beaucoup et qu'ils sont profondément liés à notre histoire en tant qu'êtres humains. C'est pourquoi on les appelle souvent une espèce sœur. Ce qui est le plus fascinant, c'est que bien qu'ils ne soient plus parmi nous, une petite portion de leur ADN subsiste encore chez la majorité des personnes actuelles, ce qui indique que nos ancêtres ont eu une descendance commune avec eux. Ils ont vécu il y a très longtemps, entre 400 000 et 40 000 ans, dans certaines régions d'Europe et d'Asie.
La majeure partie de leur histoire s'est déroulée pendant une période très froide, appelée le Pléistocène, qui abritait d'énormes animaux comme les mammouths et les rhinocéros laineux. Pour les Néandertaliens, survivre dans un environnement aussi rigoureux représentait un défi majeur. Les Néandertaliens possédaient une biologie incroyable qui les aidait à supporter ces conditions extrêmes. Ils étaient physiquement très forts, à un niveau presque surhumain comparé aux humains d'aujourd'hui. À première vue, il n'est pas facile de remarquer les différences entre eux et nous, mais certaines caractéristiques clés les distinguaient. Par exemple, ils étaient plus petits que les humains modernes. En moyenne, ils mesuraient environ 14 cm de moins que la taille moyenne des humains après la Seconde Guerre mondiale. Le Néandertalien le plus grand connu, appelé Amoudon, mesurait environ 1,78 m. Cela peut ne pas sembler impressionnant selon les normes actuelles, mais pour leur époque, leur force et leur résistance physique faisaient toute la différence. Lorsque l'on compare les Néandertaliens aux humains ayant vécu en Europe il y a environ 20 000 ans, on découvre quelque chose d'intéressant. Ils étaient de taille similaire, voire légèrement plus grands dans certains cas. Mais ce qui ressort vraiment, ce n'est pas leur taille, c'est leur poids. Les Néandertaliens étaient beaucoup plus robustes. En moyenne, un mâle néandertalien pesait environ 83 kg et une femelle autour de 66 kg. Cela signifie qu'ils étaient environ 20% plus lourds que les Homo sapiens de cette époque. Pourquoi étaient-ils si lourds? La réponse réside dans leur squelette. Les os des Néandertaliens étaient incroyablement denses et épais, jusqu'à 2 fois plus solides que les nôtres à certains endroits. Des parties comme les épaules, la poitrine, les cuisses, les bras et les genoux étaient particulièrement robustes, ce qui montre qu'ils avaient des muscles très développés. Cette force physique n'était pas seulement une caractéristique, c'était une nécessité pour survivre. Les Néandertaliens étaient des chasseurs impressionnants. Ils utilisaient leur puissance pour affronter des animaux énormes comme les rhinocéros, les chevaux, les éléphants et même les mammouths laineux. Leurs outils principaux étaient de grandes lances, idéales pour la chasse en milieu confiné. Leur force était sans aucun doute la clé de leur succès dans un monde rempli de dangers. Les mammouths laineux, semblables en taille aux éléphants africains actuels, étaient des créatures énormes, recouvertes d'une épaisse toison qui les protégeait du froid. Les chasser était une tâche incroyablement difficile, mais les Néandertaliens y parvenaient grâce à leur force, leur ingéniosité et leur capacité à s'adapter à des conditions extrêmes. Bien que ces animaux impressionnants aient disparu il y a des milliers d'années, leur plus proche parent, l'éléphant de savane d'Afrique, est aujourd'hui menacé d'extinction, en grande partie à cause des activités humaines. La vie des Néandertaliens tournait autour de l'utilisation constante de grandes lances, essentielles pour chasser de si énormes proies. Certains scientifiques pensent que la manipulation continue de ces armes est l'une des raisons pour lesquelles les Néandertaliens ont développé des bras aussi musclés. Ces bras puissants leur permettaient de manier leurs outils avec une force incroyable. En plus de leur activité physique constante, les Néandertaliens semblent également avoir eu naturellement des niveaux élevés de certaines hormones comme la testostérone, ce qui a contribué à leur importante masse musculaire et à leur endurance physique. Pour mettre leur force en perspective, on estime qu'un Néandertalien pouvait transporter jusqu'à 27 kg de viande sur une distance de 48 km, soit l'équivalent de 138 tours de terrain de football. Leur force physique était véritablement impressionnante et essentielle pour survivre dans un monde aussi hostile. Les Néandertaliens étaient si puissants que, grâce à leur large thorax, leurs épaules solides et leurs bras musclés, certains scientifiques pensent qu'ils auraient été d'excellents lutteurs ou haltérophiles à notre époque. On estime qu'un homme néandertalien pouvait soulever environ 200 kg en développé couché sans entraînement, tandis qu'une femme néandertalienne pouvait soulever environ 160 kg. Pour donner un ordre d'idée, ces chiffres dépassent largement ce que l'on considère aujourd'hui comme un niveau de force élite. Mais leur force n'était pas seulement impressionnante, elle était indispensable à leur survie. Les Néandertaliens possédaient une endurance physique exceptionnelle, nécessaire pour supporter les conditions difficiles de leur époque. Des études sur leurs os révèlent que de 79% à 94% d'entre eux ont subi des blessures graves au cours de leur vie, comme des fractures ou même des amputations. Pourtant, ils parvenaient à s'en remettre. Ces blessures étaient probablement dues à la chasse de grands animaux, à des conflits entre eux,
ou à des attaques de prédateurs. Ce niveau d'adaptation et de récupération montre à quel point ils étaient résilients dans un environnement aussi dangereux. Un fait surprenant concernant les Néandertaliens est que 74% d'entre eux montraient des signes de survie à des affrontements violents avec des animaux dangereux comme de grands félins, des loups ou des ours. Fait intéressant, ces attaques ne se produisaient pas parce que les animaux les chassaient, mais parce que les Néandertaliens les attaquaient en premier, provoquant ainsi une riposte. Cela souligne à quel point ils étaient courageux et robustes. En plus de leur force et de leur endurance, les Néandertaliens se distinguaient également par leur incroyable capacité pulmonaire. Leur large cage thoracique abritait des poumons très développés, leur permettant de respirer plus d'air que nous. En moyenne, leur capacité pulmonaire était 20% supérieure à celle des humains modernes, avec certains cas exceptionnels dépassant largement ce chiffre. Un exemple remarquable est Kavara II, un homme néandertalien dont les poumons pouvaient contenir jusqu'à 9 litres d'air, soit 40% de plus que la capacité pulmonaire moyenne d'un homme moderne. À titre de comparaison, même les meilleurs athlètes actuels atteignent à peine une capacité pulmonaire de 8,5 litres. De plus, leur grande cavité nasale jouait également un rôle crucial, en aidant à réchauffer et à humidifier l'air froid avant qu'ils n'atteignent leurs poumons. Cette combinaison de poumons expansifs et d'un nez adapté était essentielle pour survivre dans les conditions difficiles de la péninsule. Les Néandertaliens avaient des cavités nasales plus longues et plus larges que les nôtres, ce qui leur permettait de faire circuler l'air 2 fois plus vite qu'un humain moderne. Cette capacité à absorber plus d'oxygène était non seulement vitale pour entretenir leur corps robuste, mais aussi pour survivre dans les climats froids où ils vivaient. Comme de nombreux animaux adaptés aux environnements froids, les Néandertaliens ont développé un métabolisme rapide pour compenser la perte de chaleur. Cela a aussi eu un impact sur leur alimentation. Ils avaient besoin de 4500 à 6700 calories par jour, soit plus du double de ce qu'un humain moyen nécessite aujourd'hui. S'ils vivaient aujourd'hui, ils auraient probablement besoin d'aliments étiquetés spécialement pour les Néandertaliens en raison de leurs besoins énergétiques élevés. La forme de leur nez jouait aussi un rôle essentiel. Il aidait à réchauffer et humidifier l'air froid et sec avant qu'il n'atteigne les poumons, les protégeant ainsi des climats extrêmes. Bien que leur impressionnante capacité pulmonaire puisse faire penser qu'ils étaient de bons coureurs de fond, ce n'était pas le cas. Les Néandertaliens n'étaient pas conçus pour des activités d'endurance comme la course sur de longues distances. Leur corps était plutôt optimisé pour produire des explosions de force et d'énergie, idéales pour la chasse à l'affût et pour abattre rapidement de grosses proies à l'aide de leur puissance physique. Une preuve en est la structure de leurs pieds. Leurs orteils étaient plus longs et plus larges que les nôtres, ce qui leur offrait un meilleur contact avec le sol et leur permettait de générer davantage de puissance au début d'un mouvement. Cela leur donnait un avantage significatif dans les sprints rapides. En outre, leurs jambes étaient plus courtes que celles des humains modernes, ce qui est inhabituel chez les athlètes d'endurance, qui ont généralement de longues jambes pour faire de plus grandes foulées et couvrir plus de distance avec moins d'efforts. Un autre facteur important était la forme de leurs tendons d'Achille, longs et fins. Ce type de tendon n'est pas efficace pour stocker l'énergie nécessaire à la course sur de longues distances. À l'inverse, les tendons courts et épais, comme ceux des marathoniens modernes, sont mieux adaptés pour conserver de l'énergie pendant les efforts prolongés. Toutefois, leur vitesse ne dépendait pas seulement de leurs os et tendons, mais aussi de leur composition musculaire. Les muscles humains contiennent différents types de fibres qui déterminent notre capacité à exceller dans les mouvements explosifs ou d'endurance. Les fibres à contraction rapide sont idéales pour des activités nécessitant puissance et vitesse, tandis que les fibres à contraction lente conviennent mieux à des efforts soutenus comme le marathon. Bien qu'on ne puisse pas analyser directement leurs fibres musculaires, la structure de leur corps et leur adaptation suggèrent que les Néandertaliens étaient clairement optimisés pour des poussées rapides d'énergie. Cela les rendait parfaits pour tendre des embuscades à leur proie ou fuir des dangers immédiats. Les Néandertaliens avaient probablement une plus grande proportion de fibres musculaires à contraction rapide que les humains modernes. Ces fibres sont idéales pour des mouvements explosifs à haute vitesse, ce qui s'accorde parfaitement avec leur style de chasse. Mais leur force physique n'était pas leur seule caractéristique remarquable.
Les Néandertaliens avaient également un cerveau étonnamment grand. En moyenne, le volume cérébral d'un homme néandertalien était d'environ 1640 cm3, tandis que celui des femmes atteignait environ 1460 cm3. Dans certains cas, cela signifie que leur cerveau était jusqu'à 30% plus grand que le nôtre. Cependant, avoir un cerveau plus grand ne signifie pas nécessairement être plus intelligent. Néanmoins, la taille de leur cerveau indique que les Néandertaliens étaient bien plus capables qu'on ne le pensait auparavant. On sait aujourd'hui qu'ils étaient capables de tâches très complexes, comme planifier des chasses, fabriquer des outils avancés, créer de l'art, prendre soin des membres malades de leur groupe et même communiquer efficacement. Malgré ces capacités, les scientifiques ne pensent pas que les Néandertaliens étaient plus intelligents que les humains modernes. Il semble plutôt que leurs capacités aient été spécifiquement adaptées aux exigences uniques de leur environnement et de leur mode de vie. Le cerveau des Néandertaliens n'était pas seulement plus grand, il était aussi structurellement différent du nôtre. Il avait une forme plus arrondie et bombée, liée à la nécessité de contrôler un corps plus robuste. Il consacrait également plus d'espace cérébral au traitement de certains sens comme l'odorat et la vue. Par exemple, leurs lobes occipitaux, associés à la vision, étaient particulièrement développés. Cela suggère que les Néandertaliens avaient une excellente vue, et certains scientifiques pensent même qu'ils voyaient mieux que nous dans l'obscurité. Bien qu'aucun œil de Néandertalien intact n'ait été retrouvé, la taille de leurs orbites indique que leurs yeux étaient environ 15% plus grands que les nôtres, leur donnant un avantage en conditions de faible luminosité. Leur tête, avec un grand cerveau, de grands yeux et un grand nez, était nettement plus volumineuse que la nôtre. Cela nécessitait un coup fort pour la soutenir, ce qui contribuait encore à leur apparence robuste. Leurs mâchoires et leurs dents étaient particulièrement grandes et solides, adaptées à leur alimentation et à leur mode de vie, complétant leurs traits faciaux distinctifs. Au départ, on pensait que les mâchoires larges et épaisses des Néandertaliens, combinées à leurs dents robustes, étaient des adaptations à une morsure extrêmement puissante, capable de briser des os ou de déchirer des aliments durs et abrasifs. Toutefois, des recherches récentes ont montré que leur force de morsure n'était pas significativement différente de la nôtre. On estime qu'ils pouvaient générer environ 700 newtons de force, comparable aux morsures les plus fortes des humains modernes. Une théorie fascinante suggère que leurs larges mâchoires étaient nécessaires pour loger leurs grandes dents, qui auraient pu fonctionner comme une sorte de troisième main. Selon certains chercheurs, les Néandertaliens utilisaient leurs dents pour tenir et manipuler des objets, ce qui leur permettait de garder les mains libres pour effectuer d'autres tâches en même temps. Les preuves soutenant cette idée proviennent des motifs d'usure observés sur leurs dents antérieures. Cette usure ne correspond pas au modèle typique de mastication, mais suggère qu'ils utilisaient fréquemment leurs dents pour agripper ou maintenir des objets. Les Néandertaliens étaient ce que l'on appelle des hypercarnivores, car environ 70% de leurs calories quotidiennes provenaient exclusivement de la viande. Ils dépendaient fortement de la chasse pour survivre, ce qui reflète leurs impressionnantes capacités de prédateurs. Cependant, les Néandertaliens ont disparu il y a environ 40 000 ans, et leur extinction reste un sujet fascinant pour les scientifiques. Elle n'a pas été causée par un seul événement, mais par une combinaison de facteurs qui ont ensemble conduit à la fin de cette espèce humaine. L'un des facteurs les plus significatifs fut l'arrivée de l'Homo sapiens en Europe et en Asie, des territoires où les Néandertaliens avaient vécu pendant des milliers d'années. L'Homo sapiens, originaire d'Afrique, commença à s'étendre dans ces régions. Cette rencontre entre les deux espèces a changé l'histoire à jamais. L'Homo sapiens possédait plusieurs avantages qui le rendaient plus adaptable. Par exemple, ses outils étaient le plus avancés, fabriqués avec plus de précision et de spécialisation. Cela leur a permis de chasser plus efficacement et de mieux s'adapter à divers environnements. Un autre grand avantage était leur capacité à créer des vêtements adaptés, comme le montre la découverte d'aiguilles en os. Cela leur permettait de survivre dans des climats extrêmement froids, ce que les Néandertaliens ne pouvaient pas faire aussi efficacement. La combinaison de ces compétences, ainsi que d'autres facteurs, a fait la différence dans la lutte pour la survie. En plus de leurs outils avancés, l'Homo sapiens semblait avoir une vie sociale plus organisée. Ils vivaient en groupes plus nombreux et possédèrent des réseaux de coopération plus efficaces.
Cela les a aidés à partager des connaissances, à distribuer les ressources et à mieux se protéger des dangers environnementaux. Tout au long de l'histoire, le climat de la Terre a fluctué entre des périodes de glaciation intense, froid, et des périodes plus chaudes, interglaciaires. Il y a environ 40 000 ans, les températures ont de nouveau chuté brusquement, ce qui a représenté un défi majeur pour les Néandertaliens. Bien qu'ils soient déjà habitués au climat froid, ils ont dû faire face à de nouveaux problèmes. Le refroidissement a réduit la disponibilité des ressources, car de nombreux grands animaux qu'ils chassaient, comme les mammouths et les rhinocéros laineux, ont vu leur nombre diminuer ou ont migré vers des régions plus chaudes. L'Homo sapiens, en revanche, avait une alimentation plus diversifiée qui incluait des plantes, des fruits de mer et de petits animaux. Cela lui a conféré un avantage en termes d'adaptabilité et de survie face à ces changements climatiques. Bien que les Néandertaliens aient été des chasseurs et des fabricants d'outils très habiles, leur forte dépendance à la chasse de gros gibier les rendait plus vulnérables lorsque ces ressources devenaient rares. D'un autre côté, les interactions entre Néandertaliens et Homo sapiens n'étaient pas toujours compétitives. Nous savons maintenant que les deux espèces se sont croisées, donnant lieu à un échange génétique. Cet héritage est encore présent aujourd'hui, car de nombreuses personnes portent un petit pourcentage d'ADN néandertalien. Cela démontre que bien que les Néandertaliens aient disparu en tant qu'espèce, ils ont laissé une empreinte génétique durable dans l'humanité. Aujourd'hui, on estime qu'entre 1% et 2% de l'ADN des humains modernes d'ascendance non africaine provient des Néandertaliens. Cela indique que les Néandertaliens n'ont pas complètement disparu. En réalité, une partie d'eux s'est intégrée à Homo sapiens par l'hybridation. Plutôt qu'une extinction violente, il semble que certains Néandertaliens aient été absorbés dans des communautés humaines, laissant derrière eux un héritage génétique encore présent en nous. Cependant, même avant l'arrivée d'Homo sapiens, les populations néandertaliennes étaient déjà en déclin. L'une des principales raisons était la perte de diversité génétique, un phénomène courant chez les espèces en déclin. Cela les rendait plus vulnérables aux maladies, aux changements environnementaux et à d'autres facteurs de stress, réduisant leur capacité à s'adapter à de nouvelles conditions. Un autre facteur ayant pu contribuer à leur disparition est la possible transmission de maladies. Homo sapiens, originaire d'Afrique, a probablement introduit des agents pathogènes contre lesquels les Néandertaliens n'avaient aucune immunité, ce qui aurait pu dévaster leur petite population déjà fragmentée. En outre, des phénomènes naturels catastrophiques ont également joué un rôle important. Un exemple est l'éruption du supervolcan des champs Phlegréens, Campi Flegrei en Italie, survenu il y a environ 39 000 ans. Cet événement a probablement provoqué un refroidissement brutal du climat européen, impactant encore davantage les Néandertaliens et accélérant leur extinction. L'éruption du supervolcan des champs Phlegréens fut un événement volcanique catastrophique qui a libéré d'énormes quantités de cendres dans l'atmosphère. Ces cendres ont bloqué la lumière du soleil et provoqué un hiver volcanique, une période de froid extrême qui aurait rendu la survie des Néandertaliens encore plus difficile. Vous vous demandez peut-être maintenant, si j'ai de l'ADN néandertalien, est-ce que cela signifie que j'ai une force surhumaine ou une forte préférence pour la viande? En réalité, non. Jusqu'à présent, la majorité des études n'ont pas démontré que l'ADN néandertalien influençait significativement nos capacités physiques ou notre apparence. Ces effets semblent plutôt subtils. Cependant, des recherches récentes suggèrent que cet ADN pourrait avoir influencé davantage nos systèmes internes, notamment le système immunitaire, que ce que l'on pensait auparavant. Cela dit, de nombreuses études sur le sujet donnent des résultats contradictoires, et les scientifiques ne s'accordent pas encore totalement sur l'étendue réelle de l'impact de l'ADN néandertalien chez l'humain moderne. Ce qui est indéniable, c'est que les Néandertaliens étaient une espèce incroyablement fascinante, et que leur héritage, bien que modeste, fait toujours partie de nous. Leur histoire nous relie à un passé lointain, rempli de défis et d'adaptations extraordinaires. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour continuer à apprendre avec notre contenu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.